Salut à tous, salut Luc, comment tu vas? Salut Pierre, ça va et toi? Ça va, ça va. Bienvenue dans le premier épisode de l'émission Me parle pas d'âge. Me parle pas d'âge, c'est une émission pour et par les jeunes ambitieux. On va parler d'inspiration à travers des invités dans le sport, dans l'entrepreneuriat et j'en passe. On va parler aussi de débat. Donc on va prendre des thématiques dans le sport, dans la politique, etc. Et on va débattre entre jeunes. Et enfin l'empowerment, parce que chaque invité, et nous aussi, on va vous donner des astuces, par exemple en prise de parole, comment prospecter, comment créer son entreprise. Donc maintenant, on va peut-être se présenter parce que on va se voir, j'espère, de nombreuses années. Donc Luc, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Luc, j'ai 19 ans. Actuellement, je suis étudiant à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, en droit, en deuxième année. Et voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. De toute façon, on aura l'occasion d'en savoir plus sur ton parcours. Alors moi, je vais faire aussi bref. Donc moi, c'est Pierre. Donc je suis le fondateur de la page Étudiants ambitieux. Et mon objectif, c'est à travers mes études en sciences cognitives à l'école normale supérieure, je veux vraiment aider en fait les jeunes et les étudiants à comprendre comment leur cerveau fonctionne pour réussir leurs études, réussir leur business et mieux se concentrer sur leurs objectifs. Donc là, on va commencer en fait par une interview croisée. Donc c'est Luc qui va me poser des questions parce que je pense que c'est important finalement que on puisse se connaître pour savoir pourquoi on a lancé ce média et aussi notre manière de voir les choses, notre manière d'interviewer les gens. Ok. Donc, je te laisse. Pierre, est-ce que tu peux commencer par nous raconter ton parcours? Ouais. Alors mon parcours, je dirais que il a commencé au Sénégal parce qu'en réalité, ma mère, juste après son mariage, elle a fait le choix en fait de venir en France quelques mois avant ma naissance parce qu'elle avait déjà en tête l'idée que en France, j'aurais des opportunités pour réussir dans le domaine de l'éducation. Et donc dès qu'elle est arrivée en France, que je suis né, elle m'a toujours mis en tête l'idée que pour réussir, pour s'élever socialement, fallait passer par les études. Et donc voilà, donc j'ai vécu à Vielle-Belle jusqu'à mes 10 ans, 11 ans. Ensuite à Montmorency, toujours dans le Val d'Oise. Et voilà, je pense que c'est déjà ça. Et après peut-être on va aller plus en détail sur mon parcours. Et la suite, au lycée, t'étais déjà intéressé par des matières en particulier ou t'avais une idée de ce que tu voulais faire? Alors moi, mon ambition, quand j'étais très jeune, c'était d'être archéologue dans le domaine un peu de l'histoire précolombienne, donc tout ce qui est Inca, Maya, Aztèque, jusqu'au, je dirais, la classe de 3e. Mais j'étais vraiment pas intéressé par l'école, c'est-à-dire, j'ai toujours eu un problème avec l'école, c'est-à-dire, malheureusement, parce que, en fait, je trouvais ça ennuyant, c'est-à-dire que, en fait, ce qui me nourrissait, c'était plus, justement, des documentaires, des films, tandis que je trouvais qu'en classe, c'était un peu lent et trop scolaire. Et surtout, avant, j'avais un entourage qui ne valorisait pas l'école. Peut-être que ça vous concerne aussi, mais en fait, quand j'avais des bonnes notes, on me disait, toi, t'es un intello, toi, t'es un bon petit, t'es pas comme les autres. Donc, en fait, j'avais pas d'incitation à être bon à l'école. Mais c'est en classe de 3e que une professeure d'anglais s'est adressée à moi et certains camarades, et elle a dit comme ça, le lycée professionnel, c'est pour vous, en fait. Parce que le lycée général, c'est pas la peine d'essayer, votre brevet, vous l'aurez peut-être, mais ce sera pas très brillant. Et donc là, tu vois, à ce moment-là, je me suis dit, mais elle est qui pour décider de mon destin? Bien sûr. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, en fait, pour être libre en France et dans le système scolaire, ça passe par les notes. Donc si je deviens un bon élève, je serai libre. Donc là, j'avais une incitation à devenir un bon élève. Et c'est là où, donc j'ai eu des très bonnes notes en 3e, mention bien au brevet. Et ensuite, j'ai intégré le lycée général et j'ai commencé mon ascension en tant que bon élève finalement. Ok, t'avais une filière? Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait les filières. Donc je suis allé en seconde générale. Ensuite, je suis allé en classe ES, donc économique et sociale. Et voilà, et ça se passait hyper bien. Et surtout, je dirais que, surtout en première, en terminale, c'était que des matières que j'aimais bien, la philosophie, l'économie. Et vraiment là, en fait, je faisais le lien entre finalement mes centres d'intérêt, c'est-à-dire je me suis très tôt intéressé au sujet de pauvreté, d'inégalité. Je le retrouvais en fait dans la philo et l'économie et la sociologie. Donc tu vois, c'était plus simple pour moi aussi d'être motivé à réussir à l'école. Ok. Et après, dans le secondaire, ça a été quoi la suite? Comment tu as trouvé ta voie? Moi, j'ai eu du mal à trouver ma voie. Donc il y avait Monsieur Cherfi, c'était mon professeur d'économie en seconde et en terminale. Je l'ai pas eu en première, mais en seconde, il m'avait dit une phrase qui m'avait marqué. C'est vous êtes un très bon élève, mais finalement, vous voulez quoi plus tard? Vous allez avoir le bac, mais vous visez quoi? Et à ce moment-là, je savais pas quoi répondre. Pour moi, en fait, fallait que j'ai le bac. Si j'avais le bac avec une bonne mention, j'aurais été le premier à avoir une mention au bac général.
Donc pour moi, j'avais pas de cap, j'avais pas d'autre ambition. C'était la finalité. C'est ça, c'était la finalité. Je voyais Ok. pas plus loin. Pour moi, il y a le lycée et le bac, c'est le Graal. C'est-à-dire, waouh, j'ai le bac. Et à ce moment-là, je me suis dit, je savais pas quoi trop répondre. J'ai dit, je crois, bêtement, une grande école. J'ai dit ça, tu vois. Ok. Et il m'a dit, vous voulez faire Sciences Po. Et donc là, dans ma tête, j'avais Sciences Po. Et en terminale, je l'ai encore eu ce professeur. Et il m'a dit, ok, vous, monsieur Amougou, ça sera Sciences Po ou Henri IV. Et donc j'avais ça en tête. Je connaissais pas du tout ce que c'était Henri IV. Et finalement, après le baccalauréat que j'ai eu avec mention très bien, j'ai intégré une filière au lycée Henri IV. Ok, tu peux nous parler plus précisément de ces filières? Peut-être que certains étudiants qui nous regardent seraient intéressés. Ouais. Justement, tu parlais du fait que comment j'ai trouvé ma voie. Ouais. En fait, les professeurs disaient, les bons élèves, ils doivent finalement aller en classe préparatoire. Mais moi, en fait, j'étais pas inspiré par finalement les grandes écoles de commerce. Et en même temps, je savais que si j'allais à l'université, j'allais pas me donner à 100%. Et donc j'ai trouvé une filière qui s'appelle le CPES, donc c'est cycle d'études supérieures. Ouais, Voilà, cycle d'études supérieures. Et c'était en filière économique, sociale et juridique. Et c'était justement entre la prépa et l'université. C'est-à-dire que j'avais l'exigence des classes préparatoires, mais je n'avais pas la pression des concours. Donc c'était parfait pour moi, parce que ça me permettait de vraiment progresser, parce que je voulais vraiment me challenger, donner le meilleur de moi-même. Mais en même temps, j'avais pas de pression. C'est-à-dire, à la fin de mon cycle, je pouvais aller dans une grande école ou poursuivre des études dans une université, quoi. Mais en termes de charge de travail, j'imagine que c'était quand même énorme. Ah, ça, c'était... Franchement, c'est là-bas où j'ai compris, finalement, c'est quoi travailler. Okay. Parce que moi, au lycée, j'étais très instinctif. C'est-à-dire, j'écoute en cours, et ensuite, j'ai compris, j'allais peut-être relire le cours avant le contrôle, mais j'avais pas de méthode de travail. Pour moi, en fait, travailler, c'est juste lire. C'est lire son cours. Et quand je suis arrivé au lycée Henri IV, tout d'abord, l'exigence est montée d'un cran. C'est-à-dire que là, fallait vraiment être concentré en cours et j'avais beaucoup moins de marge. Et surtout, j'ai vu des élèves qui allaient planifier leurs examens, qui allaient s'organiser, faire des emplois du temps. Et ça n'existait pas dans ma classe. Et donc, je me suis dit, en fait, travailler, il y a vraiment une méthodologie. Travailler, c'est pas juste lire son cours, c'est pas juste aller à la bibliothèque, c'est vraiment savoir combien de temps ça va me prendre de réviser tel cours, savoir à quelle heure je vais aller à la bibliothèque, etc. Faire des anciens examens. Donc là, vraiment, j'ai rencontré parmi les meilleurs élèves de France et ils m'ont permis de comprendre que apprendre, c'est un art, que apprendre à apprendre, c'est important. Et l'autre chose qui m'a un peu surprise, c'est peut-être aussi la santé mentale. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été très détaché de mes études. Donc au lycée, pour moi, je travaille pour faire plaisir à ma mère et parce que j'aimais les cours. Mais là, il y avait certains, ils avaient une pression, je veux être meilleur pour entrer dans telle école, pour être bien classé. Certains tombaient en dépression. Moi, j'avais jamais entendu le terme de dépression. Certains pleuraient après un contrôle. Donc vraiment, il y avait aussi ce côté santé mentale. Ok, et justement, la santé mentale, c'est quelque chose qui est aujourd'hui important pour toi? Très important, justement, à travers la page étudiant ambitieux sur TikTok et Instagram, à travers les stories, follow. Exactement, faut follow. Et l'idée, c'était aussi de se dire, comment je pourrais dire ça? Il faut se donner à fond dans ses études, mais il faut pas oublier que la chose la plus importante, c'est notre santé, notre personne. Que souvent, on a tendance à un peu empirer les choses. Si je rate mon baccalauréat, c'est la fin du monde. Non, t'es encore jeune, tu pourras te rattraper l'année prochaine. Et ça vaut pas le coup finalement de sacrifier sa santé, parce qu'une fois qu'on perd sa santé, c'est des années et des années de moments où ça va être difficile et on va même pas profiter d'autres réussites. Donc toujours, ce que j'essaie de dire aux plus jeunes et même aux plus âgés, c'est que la réussite c'est bien, mais il faut faire attention au coût. Faut pas sacrifier sa santé physique, sa santé mentale. Donc c'est important de pouvoir voir ses amis, de pouvoir s'amuser, de pouvoir faire du sport. Parce que finalement, à long terme, on va mieux réussir si on est en bonne santé mentale et physique, plutôt que si on rentre dans une grande école, mais à la fin, on est triste, on est en dépression. Je pense que ça vaut pas le coup. Ok, si tu devais nous donner là un conseil pour garder une bonne santé mentale, ça serait quoi? Je dirais que premièrement, c'est de faire attention à son entourage. Il faut avoir un cercle d'amis, premièrement, qui nous valorise. Parce que si on a des amis qui nous rabaissent, qui nous font sentir mal, finalement, ils vont au contraire venir empirer notre santé mentale. Donc c'est important d'avoir un cercle d'amis avec qui on peut se confier, des amis qui vont nous rebooster, qui vont nous motiver, qui sont positifs, qui vont nous faire rire, avec qui on va pouvoir finalement se libérer l'esprit, pas toujours parler des cours. Ouais. Ensuite, je dirais d'avoir des habitudes.
C'est-à-dire se dire, je sais pas, chaque dimanche, je vais au cinéma. 2 fois par mois, je fais un resto avec mes amis, avec ma copine, avec mes amis, ce genre de choses. Et le sport, parce que le sport, ça permet de décompresser, aussi de voir des gens de d'autres milieux, d'autres filières, et d'être en bonne santé physique. T'as toujours fait du sport? C'est quoi la place qu'occupe le sport aujourd'hui dans ta vie? Ah, moi, justement, j'ai fait une grave erreur. Donc, au lycée, je faisais énormément de sport. C'est-à-dire que je faisais du sport 7 fois par semaine, parfois. Wow. Voire plus. Des fois, j'avais, par exemple, le mercredi, j'avais basket et athlétisme, voire badminton aussi. Donc, j'étais limite drogué du sport. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que une fois que je suis allé au CPS, donc j'étais à Paris, donc j'avais plus mon club d'athlétisme. Et j'étais mal organisé, en fait. Comme je te dis, je savais pas m'organiser. Donc, j'étais souvent dépassé par les événements, je subissais les choses. J'avais pas le temps de faire du sport parce que, ouais, j'étais désorganisé, en fait. Et donc, ça fait que j'ai senti déjà que j'étais en moins bonne santé physique et ça empiète sur le mental. Et je me suis repris en main, je dirais en fait, très tard. C'est aux États-Unis que j'ai commencé à, justement, prendre conscience de la santé mentale, de la santé physique pour réussir, justement. Ben justement, tu as été aux États-Unis. Tu peux nous parler de ton expérience là-bas? Qu'est-ce que tu as apporté et dans quel cadre tu y as été? Ouais. Alors, en fait, c'est drôle, mais donc après le CPS, moi, il y avait une école que je voulais intégrer qui s'appelle l'École normale supérieure en économie. Et donc, j'avais candidaté en licence 2 et ils m'avaient expliqué que mon profil était bon, mais qu'ils avaient changé les règles et que maintenant, ils prenaient qu'à partir de la L3. Et ils m'ont dit, si vous tenez le cap en termes de notes, vous avez des grandes chances, en tout cas, de pouvoir intégrer notre école. Sauf qu'en 3e année, j'ai été menacé d'expulsion de mon logement étudiant. Et justement, là, ça a empiété sur ma santé mentale. Et comment t'as fait pour faire face à ces difficultés? Honnêtement, au début, c'était difficile. Parce qu'en fait, je me mettais à réduire mes repas. Je mentais à mes copains en disant, ouais, je mange pas avec vous à midi parce que j'ai déjà mangé, j'ai pas faim. Pour économiser de l'argent, j'en ai pas parlé à mes professeurs, ni à ma famille. Et donc, c'était très difficile parce que parfois, déjà, ils toquaient dans ma chambre en disant, vous avez pas payé votre loyer, on va vous expulser. Et en plus, j'avais toujours ce sentiment de, finalement, quand on vient de certains milieux, parfois on est rattrapé par ces réalités-là, c'est-à-dire qu'on peut être excellent, mais on va devoir lutter 2 fois plus que les autres pour réussir. Et finalement, c'est 1 semaine avant mes partiels, j'en parle à 2 de mes professeurs qui ont joué un rôle majeur, qui ont fait appeler l'administration et finalement, ils ont annulé cette dette-là. Et donc, je me suis accroché un peu pour réussir. Mais je sentais à ce moment-là que j'aurais dû faire une pause. Mais mes professeurs, ils se disaient non, tenez le coup. Donc je suis allé en master 1 d'économie à l'université de Paris-Dauphine et c'est hyper mal passé. C'est-à-dire que je n'étais pas vraiment impliqué dans les cours, j'ai validé, j'ai même été admis en M2, mais je sentais que je devais pas rester. Et donc par hasard, je suis allé sur Facebook et j'ai vu un programme d'entrepreneuriat à l'université de Berkeley. Et donc je me suis dit, Berkeley, c'est une université prestigieuse des États-Unis, peut-être ça va me changer l'esprit, etc. Donc j'ai candidaté et j'ai été accepté. J'ai une bourse de 30 000 $. J'ai eu aussi le prix de l'égalité des chances du Val d'Oise et j'ai pu finalement étudier aux États-Unis. Et franchement, je dirais que c'est le voyage qui m'a le plus transformé dans ma vie parce que là vraiment j'ai compris que le plus important pour réussir, c'est pas seulement tes connaissances, mais c'est ta personne, ta personnalité, ta manière de parler avec les autres, tes soft skills finalement. C'est plus important que les hard skills, c'est-à-dire c'est bien d'être bon en mathématiques, en économie, mais ta manière de convaincre les autres, de ramener les autres avec toi, comme dans le leadership, ça avait plus d'impact. Donc ça a été un shift. J'ai plus vu l'école pas comme une fin en soi, mais comme un outil pour ma réussite. Ok. Et sans forcément partir aux États-Unis, comment on peut améliorer nos soft skills? Donc je dirais, pour améliorer ces soft skills, il faut tout d'abord se dire qu'est-ce que je veux. On en parlera plus en détail, mais déjà qu'est-ce que je veux. Et en fait, finalement, par exemple, je sais pas, je souhaite devenir un homme politique. Donc certes, peut-être qu'il y a des diplômes qui aident, comme rentrer à l'ENA, faire Sciences Po, mais finalement, être un homme politique de qualité, c'est, par exemple, savoir être un bon leader, savoir bien s'exprimer en public. Donc je vais faire la liste de toutes ces compétences-là et je vais me dire comment je peux les développer. Ça peut être rentrer dans une association, un club de débat, un club d'éloquence. Ça peut être trouver un mentor avec qui, je sais pas, qui est un homme politique, un maire, ce genre de choses. Je vais apprendre de lui. Donc c'est vraiment se dire l'école, ça m'apporte ça, mais qu'est-ce que l'école ne m'apporte pas? Comme ça, je vais chercher des ressources externes, ça peut être des formations, des livres, des personnes, et exactement, ça nous permet de nous démarquer des autres qui vont juste se focaliser sur l'école. Ok, merci pour cette belle présentation. Merci à toi.
Et donc là, on va passer à un autre sujet. Donc je te propose, justement, on a parlé du côté soft skills, du côté hors école. Et si on parle de la France, on a un peu un problème finalement, je pense, en France, avec la confiance en soi. On observe que dans les médias, dans le regard des gens, quand on voit une personne qui est très confiante, comme Kylian Mbappé, Thierry Henry, Cédric Doumbé, on va avoir du mal. Et donc le débat que je te propose, c'est finalement, est-ce qu'une personne qui a confiance en soi, finalement, c'est une personne qu'on peut qualifier de prétentieux, quoi? Moi, je pense pas qu'une personne qui a confiance en soi, on peut la qualifier de prétentieuse. Moi, je pense que la confiance en soi, c'est d'abord un atout que tout le monde devrait avoir. Tout le monde devrait avoir confiance, croire en ce qu'on fait. Ouais. Sinon, personne va croire à notre place. Et comme le disait si bien justement Kylian Mbappé, c'est dans les moments de difficulté, il y a que soi-même et c'est à nous-mêmes qu'on doit se persuader qu'on est capable de réussir. Donc parfois, on peut avoir l'impression que ces personnes-là sont prétentieuses par leurs grandes déclarations. On a aussi l'exemple de Zlatan Ibrahimovic qui souvent faisait des grandes punchlines à base de je suis le meilleur ou je suis plus fort que les autres. Mais la vérité, c'est que si on essaie de se persuader qu'on va arriver à quelque chose et qu'on est le meilleur, on tend à réussir plus que la personne qui se minimise. Donc je pense pas que c'est plus une histoire de prétention, mais plus une histoire de mindset. Et c'est vrai qu'en France, c'est plutôt mal vu de trop se mettre en avant, alors que dans d'autres pays comme aux États-Unis, la confiance en soi, c'est quelque chose de tout à fait normalisé. Et se dire qu'on est le meilleur et qu'on va réussir à faire les choses et que on puisse l'assumer, en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et qui est tout à fait répandu. Donc je pense que c'est juste une histoire de mentalité en fonction des pays. Ouais, je suis d'accord avec toi, surtout que moi, c'est aux États-Unis que j'ai pu prendre conscience de cette distinction entre une personne qui est prétentieuse et une personne qui est vraiment confiante. Et je dirais que tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est le côté protection. Donc Kylian Mbappé il disait que dans les moments de doute, de difficulté, c'est ta confiance qui va t'aider finalement à te protéger, à te maintenir à flot. Et justement, je pense que finalement, la prétention et la confiance en soi, c'est deux protections. C'est-à-dire que la confiance en soi, ça va se fonder sur tes réussites, sur tes qualités. Tu vas dire, par le passé, j'ai réussi à accomplir telle chose, tel projet. Donc ça illustre et ça confirme le fait que j'ai telle qualité. Donc je m'appuie sur une réalité pour me protéger et me construire une barrière. Par contre, je pense que les gens qui sont prétentieux, souvent, ils ont un problème de confiance en eux-mêmes. Et ils vont se dire, en fait, ils ont tellement peur du regard des autres qu'ils vont peut-être se survendre pour finalement se protéger des critiques. En se disant, j'ai montré à quel point je suis incroyable, alors qu'en réalité, au fond de moi, je suis même pas persuadé de l'être. Mais juste, en fait, je vais être dans la prétention. Donc, je vais prétendre des choses pour me construire une image et qui va me permettre de me fondre dans la masse. Alors que la confiance en soi, je pense, c'est plus solide parce que, finalement, je sais pas, Usain Bolt, qui était l'homme le plus rapide du monde, s'il dit, je suis le plus rapide du monde. C'est un fait. Il a le record du monde. Donc, tu vois, il a confiance en lui, mais c'est un fait. Ça se repose sur des faits et sur ses compétences. Et maintenant, il y a quelqu'un dans la rue, tu le connais pas, il dit, je suis plus rapide que Usain Bolt. Tu vas dire, c'est même pas il est confiant, il est prétentieux parce que là, il prétend quelque chose, mais il a rien prouvé. Donc, je pense, en France, on a du mal à faire la distinction entre être prétentieux et être confiant. Être confiant, c'est vraiment, il y a des faits, j'ai des qualités et je peux le prouver. Et la prétention, je prétends des choses qui sont finalement fausses. Et je pense que, exactement. Et je pense que c'est important, en fait, de pas mettre tout ça dans la même catégorie. Et justement que on peut être confiant et humble, finalement. Et au contraire, je pense que les prétentieux, c'est qu'ils vont prétendre des choses et qu'ils vont avoir aucune humilité, finalement. Je suis assez d'accord. Et peut-être, est-ce que toi, à ton échelle, tu as essayé de voir comment tu pouvais travailler ta confiance en soi et faire attention à pas tomber dans la prétention, peut-être? Je pense que pour travailler sa confiance en soi, on peut faire des épreuves difficiles. Faut se challenger. Faut se lancer des défis. Le but, c'est d'avoir un objectif et d'essayer de l'atteindre, ou du moins de tout donner pour l'atteindre. Et en faisant ça à répétition, avec plusieurs objectifs à long terme, en fait, on va développer sa confiance parce qu'on va se rendre compte qu'on est capable de faire des choses. Et je pense que pour ne pas tomber dans la prétention plutôt, faut toujours garder un peu d'humilité par rapport à ses réalisations, se dire que oui, on a fait ça, mais voilà, je suis pas arrivé, enfin, je suis pas au bout, c'est-à-dire que se dire que il y a toujours mieux, je peux toujours faire mieux, et non pas que c'est pas ne pas se satisfaire, mais c'est plus garder un peu les pieds sur terre, et puis surtout avoir un bon entourage. L'important, c'est que
l'on puisse te dire lorsque tu commences à prendre la grosse tête, que ton entourage puisse te dire hola mollo. Ouais. Et donc c'est bien d'avoir ça. Ouais, je suis hyper d'accord avec toi, surtout que il me semble, hein, après, si je me trompe, désolé, mais je crois que humilité, ça vient de humus ou quelque chose comme ça, qui veut dire en fait terre. Ouais. Et justement, c'est l'idée de garder les pieds sur terre. Et t'as parlé de l'entourage. Et c'est ça en fait, il faut que tu aies des gens qui n'aient pas peur de dire là, par contre, tu t'abuses un peu trop, t'es trop prétentieux. Et à le côté aussi, tu disais, te confronter à la difficulté, parce qu'effectivement, en fait, l'idée de la confiance en soi, c'est, par exemple, je sais pas, on va dire Luc est éloquent. Mais s'il fait pas de prise de parole en public, finalement, il va jamais prouver qu'effectivement il est éloquent. Il peut être éloquent chez lui en lisant des textes, mais si il se dit OK, maintenant je vais faire des prises de parole devant 100 personnes, 1000 personnes, bah là j'ai des preuves qui vont venir solidifier et confirmer ma compétence. Donc maintenant je peux dire je suis éloquent et je mets ça dans mon CV. C'est pas de la prétention, c'est de la confiance et je peux finalement le montrer par mes expériences. Donc faut vraiment vous dire que la confiance en soi, c'est pas juste une personnalité. C'est pas juste quelqu'un qui va être très sûr de lui-même, qui va marcher en regardant tout le monde de haut. C'est finalement vraiment en lien avec les compétences. Et en neurosciences, on appelle ça le sentiment d'auto-efficacité. C'est-à-dire la croyance que j'ai que mes compétences vont me permettre d'avoir de l'impact sur un sujet. Parce que si on prend Macron, il va être très confiant, je pense, pour faire un discours en français devant des élèves. Mais si on lui demande de faire un discours en mandarin devant des mandarins, voilà, il sera peut-être pas confiant parce qu'il y a un écart entre ce que la tâche lui demande et ses compétences actuelles. Donc, faut vraiment avoir ça en tête, se dire, pour ne pas être prétentieux, quand je vais prétendre quelque chose, il faut que je vérifie que mes compétences sont alignées avec mon discours. Donc, c'est ça, faire des choses pour renforcer ses compétences. Exactement. Pour qu'on puisse se dire sans doute que oui, je suis capable de le faire parce que je l'ai déjà fait par le passé. Donc je pense que c'est ça la confiance, c'est se persuader qu'on est capable de réussir et se le prouver par des actions. Ouais, exactement. Et peut-être pour conclure, avant de passer à l'autre sujet, faut vraiment se dire que regardez vos sources d'inspiration. Si on prend le sport, vous allez voir les sportifs au début, ils vont être pas aussi confiants. Par exemple, Mbappé, il va pas dire tout de suite je suis le meilleur joueur du monde. Il va pas, en tout cas, pas le prétendre à haute voix. Mais quand il a gagné la Coupe du Monde, quand il a commencé à gagner certains matchs, il va dire ok, je pense que je suis le meilleur de France. Ensuite, je pense que je suis le meilleur du monde. Mais il est pas arrivé d'un coup, il a dit je suis meilleur que Neymar. Parce que si on va en parler de Mbappé, mais on voit qu'au début, il se mettait en dessous de Neymar, en dessou de Messi, Ronaldo. Mais à force, je gagne la Coupe du Monde à 19 ans. Je sais pas n'importe qui. Je mets un triplé en finale. Je sais pas n'importe qui. Je vais bientôt devenir le meilleur buteur de l'équipe de France. C'est pas n'importe qui. Donc je pense que c'est un problème de perception. C'est-à-dire qu'en France, on comprend pas qu'est-ce que la confiance en soi. Donc c'est pour ça qu'on avait à cœur aussi de faire cette distinction entre la prétention et la confiance en soi. Et surtout que nous aussi, on veut que, à travers nos émissions, vous puissiez vraiment être confiant en vous disant ça c'est mon ambition. Pour cette ambition, j'ai besoin de telles compétences et j'ai travaillé pour être confiant sur ces compétences-là et ainsi finalement atteindre mes ambitions. Et surtout se fixer des objectifs. C'est ça qui est le plus important. Se fixer des objectifs intermédiaires pour atteindre un objectif à long terme. Par exemple, je veux atteindre tel niveau en football, si je prends cet exemple. Ouais. Alors je vais travailler chaque jour pour devenir meilleur en dribble, pour devenir meilleur à la réception, par exemple, si je prends l'exemple du football, pour devenir meilleur en tir. Et se fixer des petits objectifs intermédiaires et ça va nous permettre d'améliorer notre confiance en nous finalement. Non, exactement, j'aurais pas dit mieux. Et ça, on peut le voir même dans les mangas, on l'observe. On va voir le personnage principal au début, il va être un peu moins confiant. Après, il va avoir des victoires, il va rencontrer des gens qui vont le valoriser. Et de plus en plus, il va gagner en confiance. Donc, dites-vous que vous êtes le personnage principal de votre histoire et qu'il faut gagner des batailles pour grandir et gagner en confiance. Et que même à travers l'échec, finalement, on peut aussi nourrir notre confiance. Est-ce que toi, par exemple, quand tu vas faire face à un échec, est-ce que tu as des réflexes qui vont te permettre de rebondir pour ne pas justement ébranler ta confiance en toi-même? Je pense que faut surtout garder en tête que l'échec, ça fait partie du processus et que malgré ce qu'on peut voir, on voit souvent le succès des gens, mais on voit jamais leurs échecs parce que on le montre pas. Exactement. Mais ça fait partie du parcours. Tout le monde, à un moment donné dans sa vie, traversera des échecs. Et le plus important, c'est savoir s'en relever et savoir repartir et pas se morfondre dessus et savoir se dire que c'est normal, que ça fait partie du processus et que si je me relève de cet échec et que je pars de l'avant, que j'arrive à apprendre plutôt de mes erreurs plutôt que
me dire que c'est fini. Exactement. Je pense que c'est une bonne mentalité à avoir pour justement ne pas ébranler sa confiance en soi. Ouais, totalement. Et même pour conclure, cette partie-là, c'est vraiment ce que, il me semble, Nelson Mandela disait. Soit j'apprends, soit je gagne. Donc, quand vous allez avoir des victoires, bah, ça va nourrir votre confiance en vous-même. Et quand vous allez échouer, comme Luc l'a très bien expliqué, vous allez vous dire qu'est-ce que je peux en tirer en termes de compétences, de leçons, qui va venir améliorer ma compétence et me permettre toujours de garder ma confiance en moi-même. En fait, on perd jamais. On perd que quand on abandonne. Exactement. J'aurais pas dit mieux. Et c'est exactement l'état d'esprit qu'on veut vous transmettre à travers cette émission. C'est vraiment n'abandonnez pas et qu'il y a beaucoup d'obstacles dans notre société, dans le monde, mais que finalement les gagnants, c'est ceux qui vont jamais lâcher finalement. Donc on a beaucoup parlé de Kylian Mbappé et je te propose de passer un peu à l'autre débat. Okay. C'est est-ce que selon toi, Kylian Mbappé aura un jour le Ballon d'Or? Parce que quand il avait 18 ans, on disait bon, Kylian Mbappé, il va gagner combien de Ballons d'Or? Mais là, il va avoir 25 ans, il a toujours pas de Ballon d'Or. Messi, il me semble, il avait déjà 3 Ballons d'Or à son âge. Donc finalement, Neymar, on l'a vu. Qui aurait imaginé que Neymar n'aurait pas eu de Ballon d'Or? Et là, on peut dire que c'est mort pour Neymar. Donc selon toi, si on observe la trajectoire de Mbappé et un peu l'écosystème du football mondial, est-ce que selon toi, Mbappé va avoir un Ballon d'Or d'ici la fin de sa carrière? Moi, je pense que oui. Okay. Moi, je pense que je suis assez confiant là-dessus. Je pense que il y a peu de joueurs qui ont ces qualités footballistiques. Honnêtement, on a rarement vu quelqu'un nous donner autant d'émotions sur un terrain, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. Ouais. C'est quelqu'un qui a réussi, qui a plus rien à prouver aujourd'hui. Et je pense que ce pourquoi il n'a pas encore de Ballon d'Or aujourd'hui, c'est plus une histoire de compétition. Il a été finalement très départagé dans des compétitions comme la Coupe du Monde, là, au final, là, avec Messi. Où finalement il a perdu en finale. Je pense que avec le temps, il se rendra compte de ce qu'il doit améliorer pour parfaire cette petite touche qui lui manque, cette petite cerise sur le gâteau. Ouais. Mais je pense surtout que si je prends d'autres exemples comme Karim Benzema, son Ballon d'Or, c'est pas grave s'il l'obtient à la fin de sa carrière, parce que ça sera justement que la consécration de tout le parcours qu'il a eu. Et non, j'ai aucun doute sur le fait qu'il puisse l'atteindre un jour. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, Kylian Mbappé, c'est mon footballeur préféré. Donc, j'ai envie d'aller dans ton sens, mais d'un côté, j'ai des craintes je vais t'exposer pourquoi. La première, c'est que tu as parlé de la Ligue des Champions. Et là, Mbappé, il est au PSG. Et on sait que le PSG, ils ont un plafond de verre avec la Ligue des Champions. Et donc, je me dis, la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Et si on observe les moments où Mbappé a un peu marqué l'histoire, c'est surtout durant finalement la Coupe du Monde, que ce soit en 2018 ou en 2022. Mais en Ligue des Champions, l'année dernière, c'est 8e de finale. Avant, pareil. Là, cette année, on sait même pas s'ils vont passer les poules. Donc, j'ai un peu cette inquiétude de me dire, Mbappé, il est un peu coincé. Parce qu'à l'époque, on disait, bon, Mbappé, il va partir au Real Madrid, il va gagner la Ligue des Champions, ça sera réglé. Sauf que là, quand on observe l'écosystème du Real Madrid, il y a Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Donc finalement, il a même plus intérêt à aller là-bas parce qu'il y aura finalement les votes peuvent s'éparpiller. Parce que Messi, Ronaldo, Barça, c'est Messi. Real Madrid, c'était Ronaldo. Donc là, on était sûr que si le Real Madrid gagne une Ligue des Champions ou le Barça, ça va à ces joueurs-là. Mais là, on voit que Bellingham, il prend de la place. On voit que Vinicius, il prend de la place. Et en plus, ces joueurs-là, ils sont dans des grandes nations de football. Donc ils peuvent gagner une Copa América, l'Euro pour Bellingham ou même la Coupe du Monde. Donc je me dis que là, il a la croisée des chemins parce que finalement, c'est plus évident qu'il aille au Real Madrid parce qu'on va dire il va gagner la Ligue des Champions. Mais s'il la gagne, il est pas sûr d'être l'homme providentiel finalement de cette équipe-là. Mais s'il va au PSG, il est sûr d'être cet homme providentiel, mais il n'est pas sûr de gagner la Ligue des Champions. Donc je me dis soit il va faire le pari de se dire ok, au PSG, je serai un homme dominant et avec la France, il faut que je gagne l'Euro, la Coupe du Monde, tu vois. Et la deuxième crainte, c'est, tu vois, Benzema, son style de jeu fait que il joue beaucoup moins sur son physique, dans le sens où il peut, tu vois, jouer sur sa technique, sa manière de jouer, alors que Mbappé, on le sait, sa principale force, ça reste quand même son explosivité, ses changements de direction. Et donc, je me dis qu'il a moins de marge que Benzema pour être au top longtemps. Ou sinon, il faut qu'il reformule sa manière de jouer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il améliore son jeu de tête, son jeu dans la surface. Mais il va forcément perdre la vitesse à 30 ans. Donc, est-ce que tu n'as pas peur que finalement, il lui reste finalement que 6-7 ans pour gagner son Ballon d'Or? Je pense que ce dont tu as parlé au sujet du fait qu'il veut rester le joueur central au PSG,
je pense qu'il a aussi cette ambition de pouvoir se dire, j'ai fait avant ce que personne n'a fait avant moi. Enfin, j'ai fait plutôt ce que personne n'a fait avant moi. Ouais. Et moi, je lis plus ça dans sa vision de pouvoir rester au PSG. C'est vrai qu'il aurait pu longtemps aller au Real Madrid. Ouais. aller au Real Madrid. Mais je pense que c'est quelqu'un qui aime les challenges, il aime les défis, lui-même il le dit, et il s'en cache pas. Il a un rêve, il a un but, c'est de construire ça, atteindre cet objectif avec le Paris Saint-Germain, de gagner la Ligue des Champions. Ouais. Et je pense que, du moins, tant qu'il aura cette vision et cet objectif-là, il ne pourra que tendre à y arriver. Et quand il y arrivera, je pense qu'il prouvera à beaucoup de gens que c'est bien lui qui avait raison à la fin. Ah, je pense surtout que, pour aller dans ton sens, c'est que pour avoir un gros gain, il faut un gros risque. C'est-à-dire que là, je pense que c'est dit, si je gagne le Ballon d'Or au Real Madrid, finalement, je serai comme Benzema, Ronaldo et tous ceux qui ont Modric. Il veut marquer son histoire. Alors que s'il réussit à gagner le Ballon d'Or au PSG, en ayant été le premier finalement parisien à gagner une Ligue des Champions avec Paris, c'est clair que là il va rentrer dans l'histoire parce que Coupe du Monde, il est déjà rentré dans l'histoire, 2 finales d'affilée depuis Pelé et peut-être Maradona, on n'a jamais vu ça, et Ronaldo. Mais c'est vrai que en fait c'est qui tout double parce que c'est pas sûr que d'ici regarde Manchester City, Chelsea, ils ont mis 10 ans, 11 ans à gagner une Ligue des Champions. Drogba, que j'aime beaucoup avec la Côte d'Ivoire, il a jamais gagné la Coupe d'Afrique. C'est quand il a quitté la Côte d'Ivoire qu'ils ont gagné leur Coupe d'Afrique. Donc je pense que Mbappé, on n'est pas dans sa tête, mais qui s'est dit, ça vaut le coup peut-être de prendre ce risque. J'aurais peut-être pas le Ballon d'Or, mais si jamais je gagne la Ligue des Champions avec le PSG, j'aurai le Ballon d'Or et en plus j'ai marqué l'histoire à vie du foot français, du foot mondial, parce que gagner avec le Real Madrid, Ronaldo, Benzema, ils l'ont déjà fait, Messi avec le Barça, voilà. Et puis tout le monde sait qu'il le fera s'il y va. Et tout le monde sait qu'il pourra le faire. Il y a pas vraiment d'enjeu. C'est ça. Et je pense que lui, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui aime les défis et qui aime et qui voudrait se prouver ça à lui-même. Non, je suis totalement d'accord. Et aux autres aussi. Ouais. Et pour aller plus loin, je dirais que toujours vous allez voir dans nos débats, on va beaucoup parler de sport, d'actualité, mais le lien que vous pouvez faire entre vos ambitions et Kylian Mbappé, c'est de vous dire aussi que dans la vie, on va tous échouer au moins une fois. Mais par contre, c'est plus difficile de se relever de regrets que d'échecs. Et je pense que peut-être que Mbappé se dit que j'ai fait une finale avec le PSG et peut-être que je vais regretter de me dire que j'ai pas réussi à aller au bout de l'histoire. Que si je veux Real Madrid, finalement, je vais faire finalement la logique, quoi. J'ai rentré dans la logique des joueurs qui vont réussir en Ligue 1 puis vont aller au Real Madrid. Donc vous aussi peut-être, dites-vous, quelles sont mes ambitions actuelles? Est-ce que mes ambitions actuelles sont assez ambitieuses? Je sais plus quel auteur disait ça, mais il disait que si tes ambitions ne te font pas peur, c'est que tu n'es pas assez ambitieux. Et là, dans le cas de Mbappé, on voit que en réalité, gagner la Ligue des Champions avec le PSG, on en est encore très loin. Et donc vous, demandez-vous finalement quelle ambition me ferait rêver et quelle ambition, quand je vais l'annoncer à quelqu'un, limite, j'aurais peur de le dire. Parce que dire juste, je sais pas, si je prends mon exemple, juste dire par exemple, je vais être cadre dans une entreprise, c'est bien, très bien même, mais c'est pas une ambition que j'aurais peur de dire à Luc que je vais être cadre dans une grande entreprise. Par contre, si je dis à Luc que je crée le plus grand média pour les jeunes, là, c'est une grosse ambition parce que c'est pas facile, il y a des grandes chances que j'échoue, mais au moins, à la fin de ma vie, je pourrais parler de mes échecs et de mes réussites, mais j'aurais pas de regrets. Je vais dire, tu sais quoi, j'ai tout donné. Ouais. Donc vraiment, ce qu'on veut vous transmettre aussi ici, c'est vraiment de vous dire, osez plus, et que finalement, on peut tout vous voler. On peut vous voler votre argent, on peut vous voler plein de choses, mais pas votre ambition. Donc toujours, dites-vous, quelle ambition je peux avoir, parce que vous avez le droit d'avoir de l'ambition, et qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'atteindre. Et nous, on va essayer, en tout cas humblement, à travers nos invités, nos conseils, de vous aider, vous, à atteindre vos ambitions en tant que jeune. Donc je sais pas si toi, tu partages cet avis de se dire qu'il faut avoir une ambition, limite, quand on va l'annoncer aux gens, limite, ils vont me dire, vous êtes prétentieux, voilà. Tellement je suis confiant, je dis, voilà, c'est ça mon ambition. Et je trouve que c'est bien, moi, je suis team, j'annonce mes projets. Ouais. Je sais pas, parce que pour certains, ça peut sembler un peu prétentieux, mais une fois que tu dis quelque chose à l'oral, j'ai l'impression que t'es obligé maintenant que tu l'as dit, t'es obligé de le faire. Et ça te pousse même à te dépasser parce que tu l'as annoncé et tu veux pas paraître ridicule auprès de tes potes ou de ta famille ou de ton entourage en général. Ouais. Et donc, afficher clairement que je veux atteindre cet objectif-là, ça peut soit nous aider à tout donner pour l'avoir, soit le revers, la médaille. c'est passé dans la prétention, mais
Ça, c'est que si on se donne pas les moyens de réussir. Ouais. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Après, j'ai énoncé les risques parce que effectivement, certains vont dire en fait qu'il faut pas annoncer ses projets publiquement parce que ça nous met de la pression, parce que on peut nous voler notre idée, parce que finalement, qu'est-ce qu'on peut dire même d'autre? Ouais, on peut nous voler nos idées, on peut nous voir comme une personne prétentieuse, ou limite on va dire il faut que ce soit ta réussite qui fasse du bruit et pas tes projets, etc. Et moi, je suis comme toi, je pense que le cerveau humain, il aime pas décevoir. C'est-à-dire que si dans ma chambre je dis oui, je vais devenir le plus grand joueur de foot, ça reste dans ta tête. Et puis c'est plus facile exactement. Et puis c'est plus facile de pouvoir se dire que oui, je l'ai pensé, bon, je l'ai pas été, mais il y a que moi qui sais que je l'ai pas été. Exactement. Et c'est plus facile de se trouver des excuses, alors que quand tu l'as annoncé, tu vas devoir peut-être expliquer pourquoi tu n'as pas arrivé. Enfin, t'es confronté aux critiques et aux remarques des autres, et ça te donne peut-être de la niaque d'y arriver, de que les gens ne croient pas en toi, ou alors qu'ils puissent se dire ah mais c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc ça peut être. Ouais, c'est vrai que ça peut piquer ton ego, c'est-à-dire tu vas annoncer ton projet ou ton rêve, on va dire oh toi tu vas jamais y arriver. Ouais. Et justement tu vas dire ah ouais, j'ai jamais y arrivé. OK, on va voir ce qui va se passer. Et surtout aussi, je pense que quand une idée ou un projet est dans notre tête, ça reste juste un fantasme, un rêve. Mais quand on l'annonce et on l'écrit, ça devient un projet. Et quand ça devient un projet, on se dit OK, maintenant quelle action je dois mettre en place pour atteindre ce projet. Quand c'est un rêve, c'est quand j'aurai 30 ans, je ferai ceci. Ça on l'a tous fait. Quand j'aurai 40 ans, je ferai ceci, je ferai cela. Mais quand j'annonce publiquement que voilà, en 2024, mon objectif c'est ça, là j'ai une pression, mais surtout là ça devient concret, ça devient réel. Et donc là, je vais me battre pour me dire qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver. Donc moi, je suis dans la même team que toi. C'est vraiment annoncer publiquement vos objectifs, bon, pas forcément à la terre entière, mais vraiment à vos proches, et même challengez-vous en disant vas-y, c'est quoi ton objectif à toi, c'est quoi ton objectif à toi, etc. Vous faites une team et vous vous challengez, c'est-à-dire quelle action faut mettre en place chaque mois pour avancer vers cet objectif ultime. Donc moi je suis vraiment d'accord avec toi, et ça nous fait la transition vers un autre débat. C'est finalement ce côté un peu annoncer publiquement ses objectifs, partager sa réussite, etc. On le voit à travers les réseaux sociaux. Et donc, le débat que je te propose, c'est finalement, est-ce que selon toi, les réseaux sociaux, c'est un accélérateur de réussite ou un frein de réussite pour les jeunes? Donc, par exemple, on va dire les moins de 30 ans. Est-ce que pour toi, finalement, c'est un frein ou c'est un accélérateur? Intéressante ta question. Moi, je trouve que ça dépend du mindset de la personne qui regarde, et ça dépend de comment tu consommes le contenu. Moi, je pense que si tu regardes les réseaux sociaux avec l'esprit de aujourd'hui, on voit que sur les réseaux sociaux, on a accès à, les personnes les plus mises en avant, c'est les personnes qui ont réussi. Ouais. Et on voit que des personnes qui ont réussi, et par exemple avec un bon physique en sport, des très bonnes notes à l'école, chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires, exactement. Et on a que cette vision-là. Ouais. On n'a pas le travail derrière, on n'a pas tous les échecs qui ont été endurés pour en arriver là. Et je pense que l'idée, c'est plus de se dire il a réussi et je peux prendre ça en modèle, mais chacun a son parcours, et ne pas se tomber dans le piège de tout le monde a réussi et moi je suis nul. Ouais. Donc c'est plus en fait c'est plus une sorte de conditionnement et de rapport au contenu, je pense. Et en fonction de la personne, ça peut varier. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est en fait sur les réseaux sociaux, on a le biais du survivant, c'est-à-dire qu'on va voir seulement ceux qui ont réussi. Si je prends le e-commerce, sur Instagram, TikTok, on va voir que des gens qui ont réussi en e-commerce parce qu'ils vont en parler. Regardez mon chiffre d'affaires, regardez ma belle vie à Dubaï, etc. Mais ceux qui ont échoué, qui sont endettés, ils vont pas le crier sur tous les toits. Regardez, je suis endetté, j'ai raté ma vie, etc. Non. Donc effectivement, il faut faire attention à ce biais du survivant en se disant, ok, ça peut marcher. Si lui, il a réussi, c'est que potentiellement, c'est possible de réussir. Mais il faut avoir cette maturité, cet état d'esprit de se dire, ok, mais quels sont les dangers? Si je me lance dans le e-commerce ou j'en sais rien, dans un autre business en ligne. Quels sont les coûts, quels sont les dangers et quels sont les avantages. Donc, faut avoir ça. Et on parlait de santé mentale. Effectivement, en fait, les réseaux sociaux, pourquoi ça marche? C'est que ça joue sur la comparaison. C'est-à-dire, vous allez regarder finalement le quotidien de vos amis, les quotidiens des personnes qui vous inspirent. Et à ce côté, en fait, moi, je fais quoi dans ma vie, lui, il fait quoi? Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça dépend, je dirais même, de notre éducation. Est-ce que on a une bonne confiance en nous-mêmes? Parce que si j'ai confiance en moi, il me dit, ok, il réussit, je suis très content pour lui. Qu'est-ce que moi je peux faire? Et je vais pas être dans l'inspiration toxique. C'est-à-dire, je vais me dire, ok, lui, il bosse beaucoup, ça me motive à bosser beaucoup pour mes projets. Par contre, si je suis en mode, lui, il est musclé, je suis pas musclé, lui, il a atteint tel résultat en un mois, moi, ça va me prendre 2 ans, c'est pas grave. On a tous un chemin différent. Et il faut avoir ce recul nécessaire.
et aussi cette lucidité de se dire, ok, telle personne, est-ce que quand je la suis, ça m'apporte quelque chose ou est-ce qu'au contraire, ça me rend malheureux ou ça me fait perdre du temps? Donc, je pense qu'il y a cette dimension de santé mentale, cette dimension d'inspiration positive, et l'autre dimension, c'est la perte de temps. C'est-à-dire scroller toute sa journée. Parce que beaucoup de jeunes, c'est important de le dire, ils vont scroller des vidéos de développement personnel, de business, mais finalement, ils vont jamais passer à l'action. C'est-à-dire pour eux... Ça m'est arrivé, ça. Ouais, voilà, après, c'est normal, mais on est tous passés par là, mais on va scroller, et on va dire, ok, là, je suis dans le mindset qu'il faut. Je suis motivé, mais finalement, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait concrètement? Et je pense que c'est important de pas oublier que le plus important, c'est le passage à l'action. Parce que tant que tu ne passes pas à l'action, ton rêve, il reste un rêve. Quand tu passes à l'action, ton rêve, il devient un projet. Donc, il faut faire attention à ce que les réseaux sociaux ne nous détournent pas de notre objectif initial qui est de réaliser nos rêves, d'être des bâtisseurs de rêves et non pas des dormeurs et des rêveurs finalement. Et puis surtout, garder en tête que les réseaux sociaux, c'est qu'une facette de la réalité finalement. C'est pour ça que ça s'appelle les réseaux sociaux. Exactement. Et que on choisit de montrer ce qu'on veut montrer. Donc, faut garder en tête que voilà, comme tu disais tout à l'heure, l'exemple des influenceurs ou des gens qui ont réussi dans le e-commerce à Dubaï, on voit qu'une facette de leur vie, on voit une vie qui a l'air attirante, mais on n'a pas l'autre côté. Et donc, voilà, c'est juste garder en tête que les réseaux sociaux sont pas, on n'a pas de la vie de la personne au quotidien, mais juste ce qu'elle choisit de montrer. Ouais, je suis totalement d'accord. Et peut-être, comment dire, le côté aussi donner des outils. Toi, personnellement, comment tu fais pour que les réseaux sociaux soient un accélérateur de ta réussite et non pas un frein, par exemple en termes de santé mentale ou encore en termes de concentration? Comment tu fais pour bien gérer ça? Moi, je sais que il y a eu un temps pendant la période Covid là où j'étais archi sur les réseaux sociaux. Ouais, je passais tout mon temps. Je pense que comme beaucoup de gens, pendant le confinement, voilà, t'as rien d'autre à faire, tu scrolles sur TikTok. Et je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est savoir pourquoi on y va. Ouais. Savoir se dire, si tu cherches un truc précis, par exemple, t'es sur YouTube et tu veux regarder, tu veux chercher une information précise, ou alors t'es sur TikTok et tu cherches quelque chose de précis parce qu'aujourd'hui c'est devenu comme un moteur de recherche avec les fonctionnalités diverses et variées. Et surtout savoir lever le pied. Parfois savoir juste poser son téléphone et se dire, ok. Moi parfois ça m'arrive, je peux passer une journée sans mon téléphone et ça m'empêchera pas de réaliser mes autres projets ou voilà. Donc je pense que c'est avoir ce rapport-là, savoir s'en détacher facilement et juste peut-être pour les personnes qui n'y arrivent pas directement, c'est se mettre des barrières, c'est-à-dire se limiter, mettre un frein comme je sais pas un temps d'écran ou alors il y a des applis maintenant qui font ça, qui bloquent qui bloque l'accès au bout d'un certain temps. Donc voilà, de certaines applications, se choisir soi-même un frein si vraiment on a un problème d'addiction avec ça. Mais je sais que moi je l'utilise de manière assez modérée aujourd'hui. J'aimerais dire ça sans trop de prétention, assez modérée. Et là où c'est un accélérateur pour moi, c'est quand je suis des personnes qui justement m'inspirent, mais que je tombe pas dans le côté là où moi je fais rien à côté. Je sais ce que je vaux, et je sais ce que cette personne aussi a traversé. Donc des personnes inspirantes pour moi et pas des gens qui vont me faire complexer sur ce que je suis ou sur ce que je fais ou le fait que je procrastine ou quoi. Parce qu'on est tous humains en vérité et on fait tous des... Il n'est pas parfait, on n'est pas des machines. Voilà, c'est ça. Non, totalement. Et je pense, en fait, le point clé pour ne plus être dans le côté négatif des réseaux sociaux, c'est vraiment la conscience. T'en as beaucoup parlé, c'est de se dire, j'ai conscience de pourquoi je suis connecté sur TikTok. Quand je scrolle sur TikTok, je sais pourquoi. C'est soit je viens me divertir et on a le droit, on est des êtres humains. Soit je viens chercher une compétence. Donc par exemple, j'ai scrollé pour m'informer sur le business en ligne. J'ai scrollé pour savoir comment gagner de l'argent sur TikTok. Je vais scroller pour en savoir plus sur l'actualité. Mais le conseil que je donne, c'est quand vous allez scroller, dites-vous pourquoi je suis là. Parce qu'en fait, de plus en plus, on est en mode automatique. C'est j'allume mon portable, hop, je me retrouve sur TikTok, je sais même pas pourquoi. Donc toujours dites-vous pourquoi je suis là. Et le fait de vous poser cette question-là, directement, ça a créé la conscience et je me dis, ok, je suis là parce que ça, ou au contraire, je suis là pour rien du tout, donc j'éteins mon téléphone et là, je me focalise sur mes objectifs. Donc toujours, demandez-vous, est-ce que je suis conscient quand je suis en train de scroller sur Instagram, TikTok, YouTube, etc. Et l'autre point important, comme Luc il a expliqué, c'est finalement, il faut trouver l'équilibre. C'est-à-dire que je pense aujourd'hui c'est très difficile, en tout cas quand on est jeune,
de ne pas être sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des opportunités qui sont sur les réseaux. Nous, par exemple, on veut vous aider à travers cette émission à atteindre vos objectifs, à découvrir d'autres ambitions, d'autres personnes, etc. Et aussi, finalement, on peut apprendre à travers les réseaux sociaux. Par exemple, moi, je vais apprendre des compétences de business, je vais apprendre sur l'actualité à travers les réseaux. Donc, je pense, pour conclure, c'est un peu comme un couteau. Ça peut servir à nourrir les réseaux sociaux, tout comme ça peut servir à tuer des projets. Donc, c'est vraiment comment je vais utiliser les réseaux sociaux. Et vraiment, faut se dire comment je peux être au contrôle. C'est-à-dire, c'est pas les réseaux sociaux qui vont me dominer, c'est moi qui va me servir des réseaux sociaux pour mes projets, pour mes objectifs, pour me développer personnellement. Et surtout savoir être conscient que on est dans une guerre de l'attention et que voilà, notre attention, il faut pas qu'on la disperse n'importe où. Il faut qu'on soit conscient lorsqu'on choisit d'aller sur les réseaux sociaux, de choisir volontairement et délibérément. Oui, je veux aller me divertir parce que c'est ok, genre on a le droit. On a le droit de se divertir et on a le droit de vouloir rigoler sur une vidéo. Et mais juste savoir se dire que voilà, j'y vais et je sais pourquoi, j'y vais pour tant de temps et s'y tenir. Ouais. Parfait. Donc là, on va passer dans la partie de l'émission qui va parler un peu de méthodes. Donc là, Luc, il va parler de comment passer du lycée aux études supérieures. Et moi, ensuite, j'ai parlé de finalement comment mieux se connaître. Parce que moi, j'aime dire, en tout cas personnellement, que la connaissance, ça commence par la connaissance de soi. Pour savoir qu'est-ce qu'il me faut, il faut finalement que je me connaisse moi pour savoir j'ai besoin de telles compétences, voici mes points forts, mes points faibles, et voici ce que je dois chercher. Mais là, je te propose, Luc, finalement, de se dire, toi, personnellement, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui va passer du lycée aux études supérieures? Donc, à peu près, voilà, 4-5 minutes. Comme ça, prenez des notes, c'est important, c'est bien d'être actif dans la vidéo, de pas être seulement passif et spectateur. Donc, prenez des notes, mettez sur pause et écoutez les conseils de Luc. Moi, je pense que la clé, et je pense qu'on le dit souvent, mais je vais le répéter encore une fois parce que il n'y a pas 45 000 conseils. C'est vraiment la clé, c'est la méthode de travail. En fait, le truc, c'est que au lycée, t'es beaucoup accompagné. Voilà, t'as des professeurs, on te dit de faire tes devoirs, on te dit qu'il y a contrôle dans 2 semaines, t'as le temps de te préparer, t'as le temps de voir les échéances, etc. Moi, personnellement, je suis dans une formation, je suis à la fac. En plus, je suis en université, en licence de droit. Donc, la transition entre le lycée et la fac, c'est qu'on passe d'un monde où on est totalement accompagné à un monde où on est totalement autonome. Et donc, le danger, c'est de se retrouver directement plongé à la fac sans avoir de méthode de travail et sans être organisé. C'est surtout, en fait, important. Je pense que c'est ce pourquoi beaucoup d'étudiants échouent ou abandonnent. C'est parce qu'ils ne sont pas organisés. Et s'organiser, c'est un mot vague, mais ça passe par plein de trucs tout bêtes au quotidien. C'est juste savoir se dire qu'est-ce qu'on a à faire. Alors, c'est des choses qui prennent 5 minutes, quoi. Par exemple, faire une to-do list des matières que j'ai à réviser ou alors des exercices que je dois faire. Savoir apprendre à travailler, apprendre à se connaître aussi. Est-ce que je préfère travailler chez moi ou je préfère travailler en bibliothèque? Est-ce que je préfère travailler, je sais pas, peut-être avec une musique d'ambiance, avec un casque? Est-ce que je préfère le silence? Voilà, c'est se poser toutes ces questions, c'est tester qu'est-ce qui nous convient. Pas forcément aller calquer ce qui marche chez les autres, mais plus savoir ce qui marche pour soi. Parce que, par exemple, certaines personnes, elles adorent faire des fiches, si je prends un exemple de méthodologie d'apprentissage, mais d'autres personnes, ça va les faire perdre du temps, parce qu'elles vont pas apprendre finalement activement, mais elles vont plutôt réécrire leur cours passivement. Donc voilà, la clé, c'est vraiment trouver sa méthode de travail, trouver ce qui nous correspond à nous, et surtout de s'organiser. Ça, c'est le plus important, s'organiser, savoir qu'est-ce qu'on fait chaque jour, pour quand on doit rendre tel devoir. Et donc, lorsqu'on sait qu'on a une date butoir, c'est se fixer une date limite pour faire ce devoir. Donc, c'est pas laisser le travail à l'aléa, quand on a envie, quand on sent, quand on est motivé, quand on a regardé une vidéo TikTok qui nous dit d'aller travailler, go back work. Ça m'est arrivé, du coup, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais voilà, la clé, c'est surtout la méthode de travail et l'organisation. Et mais par exemple, moi, ce que je fais pour m'organiser concrètement, c'est que chaque jour, je vais avoir justement une to-do list de tâches à faire. Et je vais les prioriser par ordre d'importance, de la plus importante à la moins importante. Et c'est pas grave si on n'arrive pas à tout faire, parce que il y a demain. Enfin, on peut reporter une tâche à le lendemain, c'est pas grave. Enfin, se déculpabiliser de ça un peu. Et ça, c'est journalier, donc chaque jour. Et après, à l'échelle d'une semaine, par exemple,
se faire un petit emploi du temps sur avec les cours qu'on a, le temps qui nous reste, et vraiment, enfin, tout organiser, enfin, savoir se dire, ok, ça c'est, par exemple, mon samedi soir, je le conserve à consacrer du temps à mes proches, et le lundi, je suis à la bibliothèque où je travaille telle matière. Donc voilà, c'est savoir s'organiser, savoir qu'est-ce qu'on fait, et ne pas laisser le temps nous rattraper, et finalement dompter les épreuves avant que elles arrivent à nous prendre, et ne pas se laisser submerger par la charge de travail. C'est surtout ça, parce qu'en soi, il n'y a pas tant de difficultés, si ce n'est l'organisation, du moins en première année. Après, ça évolue un peu. Donc, pour résumer, pour ceux qui n'ont pas pris des notes, mais la prochaine fois, faites-le. Donc, si je récapitule, il y a le côté responsabilité, c'est-à-dire que au lycée, vous êtes très couvé, mais il faut prendre l'habitude d'être responsable de son apprentissage, de savoir quand vous allez réviser, parce que parfois les partiels, c'est à la fin de l'année. Donc, c'est important d'être responsable, de trouver sa méthode de travail, de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour nous par rapport aux attentes, notamment de l'enseignement supérieur. Ensuite, il y a le côté savoir gérer son temps, parce que dans l'enseignement supérieur, on a parfois moins de temps qu'au lycée, donc il faut savoir bien gérer son temps, l'allouer à nos priorités, comme tu l'expliquais. Et aussi, il y a le côté, finalement, se connaître. Donc, ça fait la transition avec le second sujet. Donc, se connaître, finalement, qu'est-ce qui marche pour nous en termes de méthode de travail, d'environnement de travail, et aussi peut-être même d'entourage. Est-ce que j'ai besoin de travailler en groupe, travailler seul, etc. Donc, voilà. Donc, toi, comment t'as appris à te connaître? Comment j'ai appris à me connaître? Alors, moi, j'ai mis du temps à me connaître. Je me suis vraiment intéressé à cette partie-là. Je dirais... En fait, la première fois que je me suis intéressé à la connaissance de soi, c'était en 2016, il me semble. Donc, j'étais en 2e année. Et on avait en fait donc, c'est une association qui s'appelle Article 1. Et on avait un campus d'été. Et il y avait des spécialistes de la personnalité qui sont venus, qui nous ont fait passer une batterie de tests de personnalité pour trouver finalement à peu près comment on fonctionne, quel type de personnalité on a. Et donc, je me rappelais, j'étais bloqué. Il y avait un exercice, en fait, c'était il fallait recopier une image sur un tableau en groupe. Donc l'idée, à travers cet exercice, c'est de savoir est-ce que tu appartiens au groupe des extravertis ou des introvertis. Et moi, je me rappelle, j'étais perdu. Parce qu'en fait, les extravertis, ils n'arrêtaient pas de parler en groupe, faire leurs dessins et tout. Les introvertis, j'étais chacun dans leur coin pour réfléchir à comment on allait dessiner. Et moi, instinctivement, je suis allé voir les responsables en leur disant ouais, j'arrive pas à trouver ma place, et je réfléchissais avec eux. Et ils m'ont dit ouais, le simple fait que t'es venu nous voir pour trouver ta voie et que tu réfléchis en même temps à haute voix avec nous, c'est que t'es extraverti. Et c'est là où j'ai fait la distinction entre être de nature réservée et être extraverti. Et que en fait, extraverti, c'est en fait tes sources d'énergie. Qu'est-ce qui te motive au quotidien? C'est est-ce que t'es plutôt tourné vers les autres, où en fait tu tires ton énergie de l'intérieur. Et donc là, c'est plus introverti. Et effectivement, là par exemple, je suis créateur de contenu, je suis président d'une association. Là, je parle avec Luc. C'est vrai que finalement, mes sources de motivation, c'est plus l'extérieur. Aider les autres à réaliser leurs rêves, etc. Et donc là, ça a été la première fois que je me dis tiens, en fait, c'est important de savoir ça, parce que quand je choisirai un métier, une activité, il faut que je connaisse finalement qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me sublime finalement. Et ensuite, la seconde fois, c'était aux États-Unis, où en fait, mon prof de leadership, il m'a posé la question, quels sont vos super pouvoirs? Et là, je lui dis, comment ça, super pouvoir? Il m'a dit, ouais, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Comment vous allez faire la différence? Parce qu'il dit qu'en fait, c'est par vos différences que vous allez faire la différence. Et là, je dis, ok, j'ai commencé à travailler sur moi-même. Et donc là, j'ai dit, ok, c'est là où j'ai commencé à me dire, il faut que je trouve qu'est-ce qui me différencie des autres. Qu'est-ce qui fait que je vais apporter une plus-value à ce monde? Et c'est vraiment aux États-Unis que j'ai pris conscience de ça. Et donc pour ça, je vais vous proposer, en fonction du temps, 2 à 3 exercices. Le premier, je l'ai appelé dis-moi qui t'inspire et je te dirai qui tu es. Donc cet exercice, il est simple. Vous allez prendre les 5 personnes qui vous inspirent le plus. Et vous allez vous dire, ok, pourquoi ces personnes-là? Est-ce que c'est leur état d'esprit, leur personnalité? Est-ce que c'est leur manière de voir le monde, leur physique? Et quand je dis des personnes qui vous inspirent, ça peut être vos parents, ça peut être un personnage de manga, ça peut être un sportif, ça peut être une personnalité vraiment pas connue ou connue. Voilà, c'est juste voilà. Okay. Et si vous n'arrivez pas à trouver, dites-vous, ok, dans telle série que j'aime beaucoup, quel est le personnage que je préfère? Pourquoi lui et pas les autres? Dans tel sport que j'aime bien, pourquoi tel sportif et pas les autres? Ainsi de suite. En fait, ça vous permet de savoir qu'est-ce qui vous attire, quelles sont les valeurs qui vous attirent, quels sont les types de personnalités qui vous attirent.
Et ça vous permet de mieux vous connaître. Et l'exercice inverse, c'est de vous dire quelles sont les 5 personnes que j'aime le moins et pourquoi. Ouais. Et là, pareil, ça permet de voir à quelle valeur vous adhérez pas du tout, quel type de personnalité vous repousse. Voilà, vraiment ce genre de questions. Analysez en fait votre environnement. Et le deuxième exercice, il est simple. Vous allez d'abord faire un travail individuel. Vous allez vous dire quelles sont mes 5 forces. Donc ça va être par exemple, je sais pas, je suis bon en mathématiques, je suis bon en sport, je suis drôle, je suis discret, etc. Et faut vraiment pas être dans le jugement parce que par exemple être discret, ça peut être une qualité parfois, tout comme un défaut dans d'autres contextes. Et ensuite, quelles sont vos 5 faiblesses, dans le cas zone d'amélioration. Et une fois que vous avez fait ce travail individuel, vous allez faire la liste des 10 personnes qui selon vous connaissent le mieux et vous allez leur envoyer un SMS en leur disant peux-tu me dire selon toi quelles sont mes 5 forces ou qualités quoi et quelles sont mes 5 faiblesses. Et vous allez voir ce qu'il y a des cohérences entre les réponses de votre entourage, déjà, et aussi avec les vôtres. Et ça permet de faire le lien avec la confiance en soi, c'est de me dire, j'ai vu que j'avais ces forces-là. Mon entourage a vu que j'avais ces forces-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et donc, je peux m'appuyer dessus pour atteindre mes objectifs et même les cultiver, ces forces-là. Et l'autre exercice, c'est Ikigai. Je sais pas si tu connais. Non, pas du tout, c'est quoi? Donc, Ikigai, c'est un outil de connaissance de soi qui nous vient du Japon. Donc, c'est vraiment pour trouver sa voie dans le monde, trouver sa place dans le monde. Ikigai, en fait, vous avez 4 cercles. Donc d'abord, un cercle qui va dire qu'est-ce que j'aime dans la vie. Ça peut être la nourriture, les mangas, les films. Dans quoi je suis doué. Ensuite, il me semble, c'était ce pourquoi le monde est prêt à payer. Par exemple, les gens sont prêts à payer des gens pour aider leurs enfants à réussir. Les gens sont prêts à payer pour rire, pour s'amuser. Et ensuite, il y a un autre cercle, c'est ce pourquoi je souhaite avoir une contribution, un impact dans le monde. Ça peut être réduire la pauvreté, mettre ma famille à l'abri, ça peut être mieux parler du football, vraiment au sens large. Et l'idée, c'est vraiment de remplir toutes ces sphères, de vous dire, ok, qu'est-ce que j'aime, quelles sont les causes qui me tiennent à cœur, ce pourquoi les gens sont prêts à payer et ce pourquoi je suis doué. Et par exemple, je vais prendre un exemple concret. Dans un atelier que j'ai fait dans un lycée, il y avait une élève, elle aimait les mangas. Elle était douée pour dessiner et elle était passionnée d'écologie. Et donc, je lui ai dit, par exemple, tu peux dessiner des mangas qui vont parler d'écologie. Comme ça, tu vas allier une passion, c'est-à-dire dessiner des mangas, et une cause qui est, par exemple, de parler d'écologie. Donc, vraiment faire ce travail de toujours connaître ses forces, connaître ce qui m'anime, connaître finalement les ambitions que j'ai, l'impact que je cherche à avoir dans le monde et aussi les opportunités. Parce que c'est bien beau de vouloir sauver le monde, mais c'est encore mieux si en sauvant le monde, j'arrive à me nourrir. Parce que si je meurs, si je suis en mauvaise santé, si j'arrive pas à aider ma famille, ça crée des complications pour avoir une réelle contribution au monde. Ok. Voilà. Je connaissais pas, mais ok. Voilà. Je vous conseille encore une fois, prenez des notes. Si vous allez sur Internet, vous tapez Ikigai, vous aurez les exercices. Et pour les 2 premiers, franchement, c'est hyper simple. Vous prenez une feuille blanche, vous notez. Et après, il faut juste envoyer des SMS à vos amis pour savoir vos forces et vos faiblesses. Donc vraiment, passez à l'action. Ne passez pas votre temps à scroller. On veut vraiment vous aider aussi à être inspiré, à avoir de la motivation, mais toujours passer à l'action avec des outils concrets comme ce que je viens de donner. Ok. Voilà. En tout cas, tu peux... Merci. Merci à toi déjà pour l'émission. J'espère que c'est le premier épisode d'une longue série et qu'on va être là avec vous, vous accompagner. Et on espère qu'un jour, peut-être certains d'entre vous seront en face de nous pour nous partager leurs ambitions, leurs aspirations et leurs connaissances. Parce qu'encore une fois, quand on partage notre connaissance, on ne perd pas. Mais par contre, on aide d'autres personnes à avoir des connaissances. Et c'est un peu notre philosophie, c'est vraiment de partager. Parce qu'on se dit que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Je vous dis à peut-être la semaine prochaine pour un autre épisode de Me parle pas d'âge. Merci Luc en tout cas et à très vite. Salut. Salut.